Le 25 juin 1949, les forestiers, la famille et les amis de Auguste Mutters étaient conviés pour inaugurer cette plaque commémorative. 16 maisons forestières et bâtiments annexes, implantés jusqu'au cœur même de l'Estérel et répartis sur les 8000 hectares du massif. Elles étaient toutes alimentées en eau par une source naturelle ou création de puits. Les agents des eaux et forêts qui les habitaient réalisaient des piquets pour étayer les galeries des mines, récoltaient le liège sur les chênes, produisaient du charbon de bois issu des souches de bruyère qui alimentaient les véhicules gazogènes. Les agents travaillaient aussi à l'entretien des routes, caniveaux et talus. Certains résidents sont restés dans nos mémoires. C'est sur un lever de soleil sur le Cap Roux que nous allons cheminer à la découverte des maisons forestières, de ce massif rugueux et buriné, sec et secret. La maison forestière du Tréas, à proximité du bord de mer, est habitée par M. Christian Briot, agent de l'ONF. C'était un passage inévitable pour accéder dans l'Estérel par le Tréas. Séjourner dans ce lieu, c'est un peu un rêve. La maison forestière des Trois Termes, habitée depuis plusieurs années par le compteur de l'Estérel, pour lui le massif n'a plus de secret. Bernard Bietta a su entretenir ce lieu magique et le mettre en valeur. Un petit bassin, des poissons rouges et un jet d'eau vous accueillent dans ce lieu tranquille et bien tenu, et en plus une vue imprenable sur l'horizon. Les murs en pierre sèche, remis en état, retiennent la terre sur laquelle des plantations d'arbres fruitiers et de fraisiers furent abondants. Un pissoulet d'eau désaltère les passants. Avant la guerre, elle fut habitée par la famille de Alain Ripert, personnage très connu à Saint-Raphaël. Nous sommes sur la piste qui rejoint le col du Mistral par les Grosses et Petites Vaches et le col du Balado. On vient de pénétrer dans l'Estérel ouest par l'oratoire de Guérin, sur notre route les restes des chantiers de jeunesse, Camp-Saint-Louis, le Pas du Lièvre, le croisement de Colle-Douce. À proximité du pont de la Bécasse, on découvre la maison forestière de la Louve. Encastrée dans un vallon, on se retrouve dans un lieu accueillant, calme et bien entretenu. Des cèdres centenaires apportent l'été une ombre bénéfique. Plusieurs agents se sont succédés depuis la dernière guerre. Le résident actuel est Romain Fleuret. Après avoir quitté la maison forestière de la Louve, nous empruntons la route d'Italie. Nous découvrons la maison forestière des Cantonniers, construite à la limite de la commune de Fréjus. Elle est habitée pendant les vacances par des familles de l'ONF. Des panneaux solaires posés sur la toiture l'alimentent en électricité, un puits l'alimente en eau. La famille Brunoni du Dramont l'a habité pendant la guerre. M. Brunoni était secrétaire des eaux et forêts. Porfait, à l'origine le Parfait,
La borne Michelin en atteste. Ce lieu servait de cantine aux ouvriers. Il faisait tourner un tarare pour récupérer les pignons issus des pommes de pin séchées. Ces pignons servaient au reboisement. Après le bombardement sur Aguet, elle fut habitée par les familles Along et Charlet. Des réfractaires du STO s'y réfugièrent pendant la guerre. On peut apercevoir l'arrivée d'eau et la citerne. Les restanques servaient de potager. C'est le lieu de rendez-vous de chasseurs fréjussiens. Nous apercevons la maison forestière du Malpeille. Malpeille signifie mauvais pays, car le Mistral y souffle violemment. Par manque d'eau et d'électricité, elle n'est plus habitée. Pour l'histoire, pendant la guerre, l'agent de ce lieu, M. Benoît, a permis aux Anglais parachutés dans l'Estérel de faire prisonniers les Allemands de garde au Mont-Vinaigre. Un puits situé sur la route d'Italie l'alimentait à eau et permettait aussi l'arrosage des jardins en restanque. Le père du président du conseil général, M. Lanfranchi, fut un agent des eaux et forêts en ce lieu. Un clin d'œil sur la tour du Mont-Vinaigre, qui culmine à 616 mètres. En été, la tour est occupée par un service en observation des départs de feu. En contrebas, des massifs rocheux et des mini-grottes, les baumettes, servent d'abri en cas de mauvais temps. Nous allons arriver à l'ère de l'Olivier. Sur ce lieu est érigée la stèle en souvenir de celui qui œuvra pendant de nombreuses années à la création du réseau routier et du suivi des constructions. Vers la maison forestière de la Duchesse, un rocher au faciès de hibou surplombe la piste. La maison forestière de la Duchesse était un poste de secours. Il se dit que la duchesse de Vallombrosa en posa la première pierre et que c'est Napoléon III qui l'invita à cette occasion. Elle fut habitée après la dernière guerre par la famille Balestra-François. Le puits et le lavoir attenant indiquent qu'elle était alimentée en eau. Un micoucoulier centenaire trône sur le devant et des abeilles sont les gardiennes des lieux. La Besse des Charretiers, en état d'abandon, au croisement de plusieurs chemins, au cœur de l'Estérel, probable lieu de passage d'attelage de chevaux ou de véhicules à gazogène qui transportaient divers matériaux, tels que piquets de mine et écorces de chêne. Les chantiers de jeunesse y ont séjourné. Leur activité principale était de produire du charbon de bois, les murs en témoignent. Sur notre route pour rejoindre les Malvalettes, du sumac aux couleurs d'automne attire le regard. Col Noir, c'est un endroit délicat à passer. À l'horizon, nous apercevons la toiture de la maison forestière des Malvalettes. Non entretenue, initialement habité par les agents des eaux et forêts, puis par les chantiers de jeunesse, et enfin, après les bombardements de novembre 1943 jusqu'en 1944, par les familles Bompard, Bertani et Polverini, exilés d'Aguet et de Canlon. En avril 1944, malgré la période de la guerre, on jouait à la pétanque. Certains reconnaîtront les frères Bompard Joseph et François, les frères Polverini Pascal et Antoine, Landy Pascal, Albin Delpicchia, mon frère Jean Polverini, votre serviteur venait d'avoir 6 ans. Le petit bâtiment à droite servait de four à pain. Bonnet du Capellan, sur lequel se trouve un oppidum de l'époque pré-romaine. Une retenue collinaire aménagée par les forestiers sert d'abreuvoir aux animaux. À proximité du pont, la Cabre s'offre un spectacle. La maison forestière du Roussivot, entourée de pins parasols, fut une ferme agricole.
Elle a abrité les aïeux des familles Laugier au début du XIXe siècle. On pense qu'il s'agit de la plus ancienne maison forestière de l'Estérel. Elle a été remise en état d'habitation convenable, abrite depuis quelques années Anne Bachet, sympathique bergère de l'Estérel. Grâce à elle, les enfants comme les adultes découvrent dans cet univers de verdure moutons, ânes, mulets, chèvres et boucs qui, sous l'œil vigilant des patous, font le bonheur de l'escapade. Le Pertus joue entre les rochers avant de se fondre dans la cave. Au col de Belle-Barbe, une stèle rappelle qu'un libérateur fut abattu par la DCA et la chasse allemande. La maison forestière du Grand Hadis, lieu de passage incontournable pour accéder à la partie est de l'Estérel, a servi pendant de nombreuses années de résidence à des agents des eaux et forêts et ensuite de l'ONF, tels que messieurs Piercy et Baudin parmi d'autres. Elle est aujourd'hui habitée par monsieur Florent Battiston, qui est aussi bien opérationnel sur les Alpes-Maritimes que dans le massif de l'Estérel. Le bâtiment annexe a servi de bureau. Ce bâtiment a servi de lieu de transit à de nombreuses familles d'Aguet. Nous sommes au centre opérationnel de la direction de l'unité territoriale Grand Estérel. Le bâtiment cintré servait de forge à l'époque du ferrage des sabots des chevaux et du forgeage des outils. Ce pavillon est le logement du responsable de l'unité territoriale Grand Estérel. La maison forestière dite du Poussail au Dramont est entourée d'une végétation très luxuriante à quelques brasses de l'île d'Or. Elle sert de gîte aux retraités de l'ONF.